Bonjour, à 3 jours de la nouvelle année, je vous propose de remonter 300 ans dans le temps, comme nous l'avons fait ces derniers jours, pour trouver des liens entre la Suisse, le Valais, le Québec. Et il y a 300 ans, le lien évident, c'est un personnage central de cette histoire, de ces différentes régions et surtout de cette époque. Ce personnage est tellement important qu'il a laissé une rue à son nom à Québec et à Lausanne. On a deux rues qui portent le nom de ce personnage. Il a également eu un château en Suisse, dans la région d'Yverdon, et un autre à Québec. Son château à Québec a été détruit au moment de la construction du célèbre château Frontenac qui domine aujourd'hui la falaise de Québec. Ce personnage, c'est Frédéric Aldimand. Frédéric Aldimand qui naît à Yverdon en 1718, il a donc 2 ans il y a 300 ans, et il naît dans une famille modeste. Son père est petit fonctionnaire, son grand-père était tonnelier, c'est lui qui s'est installé à Yverdon. Il va avoir une instruction de base parce que très vite il va être attiré par le métier des armes. Mais il dira que la Suisse n'est pas un pays fait pour les audacieux et les ambitieux, puisqu'il ne voyait pas vraiment de possibilité d'avancement dans les différents armées helvétiques. Et c'est pour ça qu'il va s'engager au service du roi de Prusse, et on va le retrouver dans la guerre de succession d'Autriche en 1740 aux côtés du roi de Prusse, et il va combattre une famille que nous connaissons bien depuis hier, c'est la famille de Habsbourg. Plus tard, on va le retrouver dans la garde suisse des Pays-Bas, dans les années 1750, où il va monter en grade. Et c'est là qu'il va faire la connaissance de différents autres officiers. Ils vont décider de partir à l'aventure dans ce qu'on a appelé le régiment de Pennsylvanie, qui débarque à New York en 1756, qui vient servir le roi d'Angleterre dans la guerre de 7 ans, qui est une guerre totale en Amérique du Nord entre la France et l'Angleterre. Et là, il va être blessé lors de la célèbre bataille de Carignan, victoire française du marquis de Montcalm à Fort Carillon. Euh, on le retrouvera au moment de la guerre de conquête 1759-1760 comme responsable du fort d'Oswego dans le sud du lac Ontario, donc un peu en retrait des champs de bataille, mais c'est lui qui sera à Montréal en 1760 lors de la reddition par le chevalier de Lévis qui rend les armes ainsi que le gouverneur, le marquis de Vaudreuil, et c'est Frédéric Aldimand, qui est l'officier responsable de recevoir cette reddition et ainsi que de préparer l'embarquement pour l'Europe de la noblesse française et des officiers français battus. Certainement que son parfait bilinguisme, puisqu'il était né à Yverdon, une région francophone, en œuvrait. Ensuite, il va entrer un peu dans l'administration plutôt civile, au service du roi d'Angleterre, puisqu'on va le retrouver gouverneur de Trois-Rivières en 1763. Plus tard, il va être gouverneur de Floride, plus au sud. On va le retrouver à Boston en 1773, au moment du Boston Tea Party, qui est le début de la Révolution américaine. Ensuite, il devra rentrer en Angleterre parce que, au vu des troubles et de la guerre civile qui éclate avec les rebelles qui veulent fonder les États-Unis d'Amérique, le roi d'Angleterre ne voulait pas trop avoir des officiers étrangers, donc là il va rentrer quelques années en Angleterre, il va voyager en Suisse, c'est là qu'il va acheter le domaine de Champitay, près d'Yverdon, où les mauvaises langues diront que le fils a dépassé son père, il était parti à l'étranger, puis il ne reprenait pas les fonctions de son père, mais il venait acheter un grand domaine. Là, ce n'était pas forcément très bien vu dans ces temps-là. Mais très vite, il va être appelé à retourner en Amérique du Nord, puisqu'il devient gouverneur de Québec dans les années 1776, donc juste après les tentatives d'invasion des rebelles américains. Sa mission, c'est vraiment de garder la province de Québec dans le giron du roi d'Angleterre et d'empêcher que les francophones s'allient aux rebelles américains, ce qu'il va parfaitement réussir en négociant en particulier avec les autorités cléricales. Ça va être un grand défenseur du maintien des droits des francophones, que l'ordre civil, le code civil français reste en vigueur, qu'on laisse pratiquer la religion catholique. Ça va être sa première grande mission. Sa deuxième mission, c'est d'accueillir les loyalistes anglais qui fuient les États-Unis après l'indépendance, et il va les installer en Ontario. Il va contribuer au fait qu'ils puissent s'installer correctement. Et une troisième grande mission, c'est de s'occuper des 6 nations iroquoises qui sont un peu les oubliés du traité de paix après l'indépendance américaine entre le roi d'Angleterre
et la nouvelle nation, on oublie un peu les alliés amérindiens et lui va essayer d'arranger les choses le mieux qu'il peut. Il va travailler à ces différentes missions jusqu'en 1784. Il va rester comme quelqu'un de proche de ce qu'on appelait le French Party, des gens qui défendaient plutôt les traditions francophones, le droit seigneurial, etc. Mais sans tolérer certains accès. Il va par exemple emprisonner l'éditeur et journaliste Mesplay à Montréal, qui ira trop loin dans la critique du régime britannique. En 1784, alors qu'il est en voyage à Londres, il va apprendre qu'il a été remplacé par Guy Carleton, lord de Dorchester, qui l'avait lui-même remplacé précédemment, et il va prendre sa retraite. Il va vivre alors entre Londres et Yverdon, où il fait construire son château près de Champitay. Il ne verra malheureusement pas la réalisation de ce château, puisqu'il meurt en 1791, 91 pour les Québécois, une année avant que la fin des travaux de son château. Son château nous permet d'ailleurs de le relier à une autre famille qui nous permet de retourner en 1720, c'est cette famille des Rigaud de Vaudreuil, marquis de Vaudreuil, dont le père est gouverneur en 1720, le fils a été gouverneur de la Nouvelle-France en 1760 lors de la reddition, et c'est un de leur parenté, un Rigaud de Vaudreuil, marquis de Vaudreuil, qui va reprendre le château de Champitay, et il va mourir d'ailleurs en 1820, c'est comme ça qu'on le sait. Mais en 1720, si on retourne à Québec pour voir un peu ce qui s'y passait, eh bien on a le gouverneur Rigaud de Vaudreuil qui commande. On est dans une époque, c'est une année difficile, 1720, parce qu'on a des problèmes de récolte, on a des invasions de chenilles dues à des précipitations très grandes. C'est aussi ces années entre 1719 et 1721, c'est la fin de la monnaie de cartes. On utilisait en Nouvelle-France des cartes à jouer signées par le gouverneur comme argent, comme papier-monnaie, puisqu'on manquait souvent de pièces, on devait attendre qu'ils arrivent de France, les échanges commerciaux n'étaient pas très simples, on avait inventé ce système. Mais la fin de ce système, c'est les années 1720 à peu près, les communications avec l'Europe étant plus faciles, on aura plus de monnaie disponible, donc on termine la monnaie de carte, ce qui nous amène à un petit clin d'œil au Valais qui à la même époque est gouverné par l'évêque Super Saxo et les patriotes aussi, mais l'évêque Super Saxo qui a battu monnaie aussi. On voit là la monnaie valaisanne de l'évêque Super Saxo. Pour parler de la Suisse, on est dans la confédération des 13 cantons, où on connaît quelques révoltes paysannes à certains endroits de la Suisse alémanique actuelle. Dans le canton de Vaud, qui est une domination bernoise, où ces messieurs de Berne dominent un peu tout, on a des premières révoltes des patriciens. C'est 1723, c'est la décapitation du major d'Avel, qui avait fomenté une révolution vaudoise. On est donc dans une période troublée. En Valais, pour faire le parallèle au Québec, 1720, c'est l'année des grandes avalanches, alors que c'était l'année des inondations à Québec. On a d'ailleurs 84 morts à Obergestein en février, le 18 février. Le lendemain, le 19, c'est 22 morts à Lyd. Donc c'est une période difficile. Voilà un petit peu pour le portrait de cette époque entre la Suisse et les Québec. Donc le XVIIIe siècle, un siècle marqué par la prédominance d'un personnage qui fait vraiment le mieux le lien entre la Suisse et les Québec, Frédéric Haldimand. Et je vous donne rendez-vous demain pour découvrir un autre personnage, beaucoup plus connu celui-là, qui fait aussi le lien entre ces deux régions.